va maintenant pouvoir accueillir nos deux speakers pour le panel. À la base, on avait Lucie Vache, la fondatrice de Too Good To Go, qui devait être parmi nous. Malheureusement, elle ne peut pas être parmi nous, mais elle s'en excuse. Donc, je vous propose d'accueillir Maxime de Rostelan, qui est notamment à la tête de SailCop, ainsi que... attendez, est-ce que je retrouve le nom de mon troisième speaker ? Oui, il est là, tout à fait. Sébastien Thierry, qui est artiste et qui est à l'origine d'un projet qui est absolument dingue qu'on va vous présenter tout de suite, Navire Avenir. Donc je vous propose de les accueillir tout de suite, chaleureusement. Je vous remercie. Bienvenue à tous les deux. Merci de nous faire l'honneur de vous joindre à nous pour cette session sur le pouvoir de l'engagement. Je vois d'ailleurs, Maxime, que tu as un message peut-être à nous faire passer avec ce t-shirt sur l'engagement. Non, pas spécialement. Comme ça, chacun il lit ce qu'il veut. Ok, j'adore. On a eu un échange tous les deux pour préparer cette session que j'ai beaucoup apprécié, puisqu'on parle du pouvoir de l'engagement, et donc ça sous-entend régulièrement que ça confère une certaine puissance de s'engager aujourd'hui dans la société. Pour la petite histoire, je suis journaliste, mais j'ai également été militante, et je suis toujours militante, notamment sur des campagnes comme Stop Hiccup, projet de pipeline chauffé de Total entre la Tanzanie et l'Ouganda, et où moi je suis un peu perplexe quand on me dit que ça nous donne de la puissance. Évidemment, on sort de l'impuissance parce qu'on passe à l'action, mais on est souvent relégué dans une partie de la société où au contraire on a l'impression d'être face à des géants contre lesquels on pourrait presque rien. Donc toi, est-ce que tu considères que s'engager c'est de la puissance, ou au contraire que ne pas s'engager c'est être dans l'impuissance? Clairement, ce qui est sûr, c'est que ne rien faire, ça procure aucun pouvoir, quoi. On sait que si on tente pas des choses, on va réussir à rien. Mais en revanche, dire que l'engagement est toujours puissant ou confère toujours un pouvoir, ça je pense pas. Il y a tellement de gens qui essayent des choses de partout et qui se sentent impuissants parce qu'ils essayent, que je trouvais un peu facile en fait la formule pouvoir de l'engagement, et en tout cas la nécessité de s'engager pour soi-même, être aligné et chaque matin se lever en se disant ok, le monde va mal mais au moins je sais ce que je fais, ça oui. Et quant à l'histoire de on est David contre Goliath, oui bien sûr, et si aujourd'hui les seules victoires qu'on arrive à obtenir sont des reculés qu'on évite, une autoroute, un aéroport ou des trucs comme ça, enfin des projets absurdes. Et tu vois, c'est fou en fait. Peut-être qu'ils nous divertissent. Ils disent bon, allez, on va faire un projet débile là, comme ça, tous les militants ils vont se jeter sur ce truc-là. Pendant ce temps-là, on fait n'importe quoi ailleurs. Enfin, je trouve ça, je trouve compliqué en fait de s'engager, de savoir ce que ça peut apporter à une personne en tant qu'individu, ce que ça peut apporter au combat collectif. Et donc oui, c'est une question qui mérite d'être posée. Et je ne sais pas si on y répondra en 25 minutes, mais... C'est court, mais on peut essayer d'avoir en tout cas des pistes de réflexion. Toi, ça fait quand même pas mal d'années que tu es engagé. Tu as lancé différentes initiatives qui continuent à fleurir par ailleurs. Comment est-ce que toi, tu continues quand même à trouver l'énergie de le faire? Parce que parfois, on peut devenir un peu cynique aussi. Ouais, cynique, nihiliste, ouais, bien sûr. Il y a des risques à s'engager. D'ailleurs, il y a plein de gens qu'on voit fatigués, hein. Moi, j'ai commencé en 2004... et les projets que je montais, j'allais les vendre entre guillemets à des directeurs RSE, et les responsables RSE dans les grosses boîtes, la marge de manœuvre dont ils disposent est somme toute assez limitée, et ils s'épuisent. Et d'ailleurs 20 ans après, il y en a qui sont toujours au même poste, ils sont planqués entre guillemets parce qu'ils ils se sont fait une raison. C'est aussi ça le risque de bosser là-dedans. Et alors comment est-ce que je trouve l'énergie? On a quand même des petites avancées, SailCop ou des projets qui fonctionnent et qui enthousiasment, qui remportent l'adhésion, ou sur lesquels, des projets sur lesquels on arrive à mettre tout le monde d'accord. Planter des arbres, il faut planter des arbres, tout le monde est d'accord. Alors bien sûr, si tu les plantes en ligne et que tu prends 4 essences et que tu fais une forêt monoculture, il y a des gens qui vont avoir à y redire, mais si jamais tu es sur des projets consensuels, clairement, il y a moyen de trouver de l'énergie. Alors, non, j'ai pas répondu, en fait. Moi, je fais la fête une fois de temps en temps. Et c'est vraiment une soupape et un besoin, je pense, à des moments de décrocher. Et je trouve vraiment des relais, en tout cas, d'énergie dans le fait de faire la fête et dans le fait de voir des gens heureux.
Et ça me rappelle la citation qu'on attribue à Emma Goldman, qui était une révolutionnaire russe des années 20, et qui aurait dit, alors qu'elle était draguée par tous les révolutionnaires africains, etc., elle aurait dit, dans les années 20, elle aurait dit « Je veux bien être de votre révolution si dans votre révolution on danse ». Et en vrai, c'est clair. Si jamais c'est pas heureux, si jamais les gens s'engagent mais sont en colère, moi j'ai pas envie d'un monde. Ça crame à la fin. Ouais, j'ai pas envie d'un monde qui a été inventé, imaginé et propulsé par des gens en colère, quoi. Donc voilà, moi je fais la fête régulièrement. La prochaine, le 5 avril, à la maison, si vous voulez. Non, mais en vrai, c'est ça. Et je pense que pour engager les gens, quand on a fait la bascule ou quand on a fait le tour Ferme d'Avenir, il faut ça, il faut cet ingrédient-là indispensable, parce que sinon, encore une fois, célébrer des victoires qui ne sont en fait que des trucs aberrants qu'on a réussi à éviter, il y a un moment où on va se lasser aussi, quoi. Ouais, carrément. C'est un truc qu'on se dit souvent dans les milieux militants, qu'on prend même pas le temps de célébrer finalement les petits trucs qui pourraient nous rassembler, nous rendre heureux. On est constamment à regarder vers le prochain combat, la prochaine lutte. Et en fait, c'est sans fin parce qu'en effet, tu le mentionnais, il y a ce projet contre lequel on se mobilise. Et en fait, si on tourne à 360, des projets comme ceux-là, il y en a des centaines, des milliers, des millions parfois. Donc c'est un peu déprimant. De ton côté, Sébastien, je me demande, est-ce que tu peux nous parler de toi, ton engagement, comment c'est né? Parce qu'il y a les questions environnementales, mais il y a également les questions sociales. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, alors, moi je suis plutôt du monde de l'art contemporain, au commencement, enfin en tout cas un des commencements, et je crois que la question, elle est, pour moi en tous les cas, et pour un certain nombre de camarades autour de moi, la question de l'efficience de nos gestes de création, c'est-à-dire que l'art engagé, ça recouvre sans doute d'innombrables propositions, et sur la situation des personnes migrantes, qui est aujourd'hui la situation sur laquelle je travaille, c'est une production, je dirais, éléphantesque. Et en même temps, il y a peut-être un sujet un peu tabou, en tous les cas complexe à travailler, qui est l'efficience de ces productions-là, c'est-à-dire des gestes d'indignation, de colère, comme tu disais Maxime, sur les cimets, sur les écrans, sur nos scènes, etc. Nous n'en avons que plus que de raison, de cette manière. Et parallèlement, on ne peut pas dire que la situation politique et que les mobilisations citoyennes dessinent quelque chose de bien désirable. Donc il y a une fracture là qui est nécessaire sans doute de penser et qui va faire du mal, hein, parce que qui interroge nos positions, nos positions presque de corps dans la bataille. Et donc moi, ma question, elle a été à un moment donné d'essayer de sortir de la scène, de sortir du musée, et en considérant aussi la force à créer des architectes autour, des plasticiens, des graphistes, des chercheurs, etc. En disant, en fait, on a une capacité d'action et d'invention qui est phénoménale. Il faut absolument qu'on la projette dans le bidonville, dans le squat, là où celles et ceux qui œuvrent, et notamment pour soutenir les gestes d'hospitalité qui ont lieu. Et donc c'est aussi, comme le disait peut-être un peu Maxime, c'est un changement d'affect, de régime, c'est-à-dire que la colère, et d'ailleurs peut-être que la colère, elle est le bruit de fond du monde aujourd'hui, et donc peut-être qu'elle est aussi d'une certaine manière sidérante, et elle ne nous mobilise pas tant que ça. Et donc comment être en chantier auprès de celles et ceux qui œuvrent, et on a tant à faire et on a tant d'outils au bout des doigts, pour venir équiper, épauler celles et ceux qui bâtissent à bout de bras l'hospitalité dans tous les territoires où on en a besoin. Donc le mouvement, il est simplement de faire constat d'un certain nombre peut-être d'impasses, en tous les cas, y compris des miennes, auparavant, disons, et d'essayer, et de faire le constat aussi des forces et des puissances. Je suis avec Marc Van Tettegem, architecte naval ici, on est aujourd'hui 500 à travailler sur la construction d'un navire pour SOS Méditerranée. Navire qui s'appelle Navire Avenir. Navire Avenir. Et c'est en partant aussi du constat de la puissance qu'il y a à créer dans les écoles d'art, de design, d'architecture. On a aujourd'hui d'innombrables écoles de Varsovie, de Barcelone, de Santiago du Chili qui sont avec nous. Et comment on sort du laboratoire, comment on sort de l'école, comment on sort du musée, et comment une œuvre peut-elle agissante et se concrétisant, en l'occurrence, en un premier navire spécifiquement conçu pour le sauvetage en haute mer. C'est marrant parce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui que les designers prennent aussi leur place dans toutes ces questions sociales, évidemment, mais également environnementales.
On voit des designers qui se saisissent de la question de la chose politique. On voit des designers qui en fait font comprendre que c'est pas juste le beau ou l'objet, mais c'est aussi réfléchir. En fait, c'est une posture, c'est une manière d'appréhender les problèmes qui peut être hyper intéressante. Et sur le rôle de l'art, parce que tu nous expliques qu'en tant qu'artiste, on peut être un peu frustré peut-être de ne pas prendre part à des grandes actions ou à des choses militantes plus. Mais je pense que l'art, en tout cas le beau, a son rôle à jouer aussi dans ce monde. Et Maxime, tu le mentionnais, on a besoin de choses qui sont joyeuses. Et on a eu tendance à considérer peut-être que le beau, c'était quelque chose d'élitiste. Alors que le beau, c'est aussi ce qui fait qu'on a envie de se battre pour toutes ces choses qui nous entourent. Quelle est ta position là-dessus ? Elle est très pragmatique en fait. C'est que effectivement, on construit un navire, le premier navire d'une flotte, et on ne lésinera pas sur la splendeur. Il faut que ça soit le plus beau navire du monde, et ça le sera. Et aussi pour une raison très très spécifique, c'est-à-dire que c'est ce qui nous met en mouvement aussi. Et la promesse, d'une part, de changer le monde, c'est bien la promesse de l'art, donc on y est dedans. Et la promesse que ce navire soit le plus beau du monde, elle est nécessaire pour nous mettre en chemin. Il en dîne de la tête, on y reviendra. Mais aussi, en fait, la question de la beauté d'un outil spécifique comme celle-ci, elle est partie prenante du soin, c'est-à-dire que celles et ceux que l'on accueille à bord ont besoin que ce soit imparable et absolument manifeste de beauté et de soin, parce que ça fait partie aussi de la considération des besoins qui sont celles et ceux qui viennent de vivre les traumas que l'on sait, et qu'un navire qui soit de toute beauté participe de la consolidation d'une vie qui doit se reconstruire. Et donc c'est aussi une part du soin que l'on met dans ce navire-là. Donc la beauté, elle est aussi précisément en fait une nécessité pour bien accueillir celles et ceux que l'on accueille à bord. Maxime, peut-être une réaction là-dessus ? Ça me fait penser à une histoire que Pierre Rabhi aimait bien raconter, où après une grosse journée de boulot, où il se retrouve... ils ont abattu une stère de bois et il se pose avec son camarade face au coucher de soleil. Et puis il y a Pierre qui dit « Oh là là, quand même !» Et l'autre qui fait ouais, « Une stère de bois quand même !» Alors que Pierre est en train de profiter de la beauté du monde et de se coucher de soleil. Et en fait, c'est aussi une posture de voir le beau. Et tu dis la beauté élitiste. En vrai, la nature, elle est accessible à tout le monde et il n'y a rien de plus beau qu'une fleur qui... Enfin voilà, sans vouloir... Si tu prends la nature, typiquement dans l'urbanisme, on a eu tendance à considérer qu'ajouter des arbres, notamment dans les quartiers populaires, c'était pas nécessaire parce que on considérait que c'était de l'ordre du paysager, pas forcément du bien-être ou de la biodiversité. Et c'est qu'aujourd'hui qu'on commence à se dire, mais en fait, les quartiers populaires, etc., qu'on construit pour les personnes qui sont pas dans cette élite, eux aussi, ils ont droit à ça. Ouais, mais tu as raison, c'est ce que disait Sébastien, on ne protège que ce qu'on trouve beau, quelque chose de moche, on n'a pas envie, une décharge, on va continuer à foutre des ordures dessus, alors qu'il faut réussir. Et donc, tu parlais d'être en chantier. Moi, ça me fait penser, il faut être enchanté, il faut émerveiller les gens. Et en fait, émerveiller les gens sur ce qui est déjà présent et ce qui est là et ce qui est fragile. Et voilà, et c'est une manière, la meilleure manière de les engager, je pense. Après, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué quand on a chacun son écran et chacun d'autres contingences, quoi. S'engager sans trouver la passion, enfin moi s'engager par colère, je trouve ça nécessaire et ça parle à des gens et j'ai eu ma période, je veux dire jusqu'à 25-26 ans j'étais en colère et c'était ça qui me mouvait. Mais depuis j'ai dépassé ça parce que sinon c'est fatigant en fait. C'est fatigant d'être et puis encore une fois je pense que ça n'amène pas les bonnes solutions. Ouais. Les gens en colère vont pas. Et donc l'engagement, je sais pas, quand on voit les jeunes de la bascule, c'est surtout ce que j'adore moi, c'est quand on monte des projets, c'est on pose une idée, on regarde comment ça réagit, comment les gens s'en emparent. Et en fait, très vite, l'idée, elle est plus à toi, quoi. La bascule, ça a été ça, le Tour Ferme d'Avenir aussi. Enfin, il y a plein de sujets qui posaient une fois là, ah oui, super. Et là, les gens s'en emparent et c'est parti, quoi. C'est le rôle du collectif que tu mentionnes et c'est marrant parce quand on préparait à nouveau cet entretien en parlant du pouvoir de l'engagement, on s'est dit l'engagement aujourd'hui il confère du pouvoir certes, mais quand même à une minorité d'entre nous, à une minorité de militants qui sont très visibles, une minorité de dirigeants qui ont cette opportunité d'ouvrir leur gueule parce que c'est ça concrètement dont il est question. Ouais, donc ça c'est une chose, il y a effectivement peu d'élus entre guillemets qui, de par leur engagement, se retrouvent en position de pouvoir. Je pense que ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il faut cibler les bonnes personnes à engager. C'est-à-dire, on peut choisir d'engager tout le monde.
Et allez, je fais un petit truc, je ne sais pas s'il est là, mais on devait se rencontrer pour la première fois en vrai, mais Time for the Planet ou Team for the Planet, qui dit on va engager des milliers de citoyens qui vont chacun mettre 100 €, je sais pas quoi. C'est bien, parce qu'en fait, chacun se sent à un moment utile et dit, il met son pins, je suis de cette team, je suis de cette famille, et c'est bien. Mais en vrai, mais si jamais l'objectif de Team for the Planet, c'est de lever des sous, en vrai, il faut aller choper les 2000 milliardaires. D'accord, ces 2000 milliardaires dont la fortune a fait x5 sur ces dernières années, il suffit qu'il y en ait un sur ces 2000 qui soit OK pour donner 1% de ce qu'il a gagné pour que tu aies beaucoup plus, tu aies levé plus de sous que ce que tu as fait. Et donc, il faut savoir aussi ce que tu promets dans l'engagement. Et par exemple, le Tour Ferme d'Avenir, pour revenir dessus, c'est 90 jours, on a fait 30 étapes de 3 jours. Moi, la promesse, elle était claire. Vous allez visiter des fermes et vous allez faire la fête tous les soirs. Il y aura un bar et ce sera bio local. Et là, je t'engage des gens. Si tu dis on va changer le modèle agricole, il y a des gens qui vont dire ouais, attends, t'es trop ambitieux, mec. C'est pas moi. Enfin, va plutôt engager Marc Fesneau, quoi. Et voilà. Donc du coup, je pense que c'est important dans les projets qu'on monte de bien cibler les gens qu'on veut embarquer, quoi. Ouais. Sébastien, est-ce qu'il y a cet enjeu aussi quand on mobilise 500 personnes pour construire un avenir de cette taille, avec cette mission également qui est quand même prioritaire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de proposer des objectifs qui soient quand même concrets, réalistes, et en même temps qui soient assez grands au vu de l'ampleur des enjeux? Oui, on est 500, mais il y a des cuisiniers, enfin, il n'y a pas mais, et il y a des cuisiniers, il y a des designers textiles, il y a un jeune homme de 15 ans qui est en train de dessiner les doudous pour les enfants à bord. Il y a voilà, toutes les questions qui se posent pour construire un navire, pour que celui-ci soit efficient, a conduit à ce que l'on développe un programme de recherche tentaculaire qui implique des objets parfois à toute petite échelle extrêmement précis. Donc je pense que ce qui est la promesse et l'invitation, c'est l'effectivité. Se dire en fait que voilà, une école des Beaux-Arts de Metz, par exemple, qui travaille sur les jouets de construction des enfants à bord, c'est une manière de sortir aussi les étudiants du laboratoire de l'école et de leur donner les conditions pour que leurs gestes soient effectifs. Donc ça, c'est une première condition. Et après, c'est se dire, en fait, on a des choses fantastique et de toute beauté à faire ensemble, quoi. C'est-à-dire que c'est un navire, c'est le premier navire d'une flotte, et les conditions même sont réunies, et plus que cela, les gestes de l'hospitalité vive que porte SOS Méditerranée et d'autres appellent que l'on se mobilise pour y répondre. Donc la question, pour moi, elle est une question d'être à l'écoute de ce qui appelle, d'être à l'écoute de celles et ceux qui œuvrent et qui sont engagés pour le coup, parce que les marins sauveteurs de SOS Méditerranée sont bien sur les fronts et appellent des navires, appellent des outils et appellent tous nos outillages et nos savoirs et savoir-faire qui sont là réunis. Et donc c'est une manière, pour moi, le rôle de mon organisation, c'est de créer des conditions d'une relation entre les outillés et les appels de ces outils. Voilà, et je crois que se dire que nous avons des choses magnifiques à faire ensemble et qu'elles sont à cet endroit-là, et je crois l'endroit presque le plus dans l'état de destruction ou de désastre dans lequel nous sommes, se souvenir en fait que il y a Margaret Mead qui est une grande anthropologue. Un jour, une étudiante lui pose la question qu'est-ce que serait pour vous le signe d'une civilisation, la civilisation humaine? Et elle s'attend à ce que Margaret Mead lui dise c'est un hameçon ou c'est un petit bol de poterie, etc. Et Margaret Mead lui dit c'est un os, c'est un fémur réparé. Et elle lui dit, alors ok, et elle lui dit en fait, le fémur réparé raconte que un beau jour, quelqu'un s'est cassé le fémur, et alors qu'il aurait dû être bouffé par les animaux autour, une organisation s'est faite autour de lui, on a ligoté la plaie, on a soigné la personne, on a pris soin de celle-ci, on lui a donné à manger. Et donc ça veut dire que ce geste-là de soin à l'endroit de celui qui est en péril est le marqueur pour Margaret Mead du début de la civilisation humaine. Et je pense qu'on est un peu convoqué là aujourd'hui, c'est-à-dire à refaire l'expérience de ce qui nous spécifie en tant que civilisation humaine. Et c'est pour ça que je suis très étonné que nous ne soyons pas tous là en train de construire des navires, tous là en train d'œuvrer à faire l'hospitalité à toutes celles et ceux qui la réclament, parce que c'est l'expérience d'humanité fondamentale à partir de laquelle on a tout à reconstruire. Et on est un petit peu invité ou convoqué là. Et c'est pour ça que cette promesse-là, je crois qu'elle est aisément entendue par les jeunes gens qui sont dans les écoles d'art, par exemple, qui est une promesse de réinventer tout, quoi. Et on est un peu à ce moment-là. Réinventer des choses, mais aussi redévelopper peut-être une culture du soin, de prendre soin les uns des autres. Et est-ce que ça passe pas un petit peu, Maxime, par questionner cette notion de pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de pouvoir, on a cette image de, en effet, le chef d'entreprise qui a des centaines d'employés, quelqu'un qui détient parfois une énorme fortune. Est-ce que le pouvoir, il vient pas d'autre chose aujourd'hui?
C'est compliqué comme question parce que j'ai pas mal de... moi, j'ai refusé plusieurs fois de faire de la politique en tant que qu'élu, pour la raison claire que j'ai l'impression d'avoir plus de pouvoir aujourd'hui par mes actions, par le côté entrepreneurial, que dans l'hémicycle. Et l'histoire, j'ai pas mal de potes qui sont dans l'hémicycle et qui galèrent, quoi, qui arrivent à rien passer. Et j'ai un peu de peine pour eux, du sentiment d'impuissance face à, dans notre modèle politique, c'est un peu compliqué, quoi. Donc après, en revanche, sur les chefs d'entreprise, j'en ai rencontré beaucoup il suffit qu'ils décident pour que ça se fasse. Et là, tu passes à une autre échelle. Le vrai problème, c'est qu'il y en a très peu qui décident de passer dans la régénération, dans le prendre soin de la planète, des hommes, répartir. Juste à la permaculture, les 3 principes, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, répartir équitablement les richesses. Donc voilà, si jamais chacun s'investissait de ces 3 principes-là, il y a des chefs d'entreprise pour qui il pourrait changer nos vies collectives s'ils décidaient de s'engager. Et moi, un de mes paris, un de mes défis avec Climate Protectors, donc c'est d'aller voir ces gens-là et d'essayer de les engager, parce que je pense que ils peuvent jouir de leur pouvoir. Et d'ailleurs, un truc rigolo, c'est qu'on passe par leurs enfants. Avec Dany qui est ici, on passe par leurs enfants, on va voir leurs enfants, et leurs enfants leur disent « Papa, là ça fait 2 jours que je passe avec des gens du GIEC, avec Adélaïde, Charlie, etc. qu'on va voir, qu'il y a des biologistes qui nous expliquent le truc. Tu fais quoi ? Ah, t'es milliardaire parce que t'es dans le pétrole et dans le charbon. Comment te dire, ce serait vachement cool que tu... » Et là, les parents se sentent un peu, pris en défaut. Et voilà, donc peut-être que les enfants ont ce pouvoir-là d'engager leurs parents, et faut pas attendre, parce que il faut éduquer les gens. Ceux qui ont le pouvoir, comme le dit Salomé Saké, c'est clairement les vieux. Donc du coup, c'est eux qu'il faut convertir. Mais un des outils pour les convertir, peut-être les enfants, ça marche, quoi. On voit ici, on a tous les 3 des manières différentes de s'engager et qui restent tout de même hyper complémentaires et hyper utiles. Est-ce qu'aujourd'hui, si on ne veut pas aller puiser dans ce pouvoir de l'engagement, il ne faut pas d'abord commencer par identifier ses forces aussi individuelles et collectives ? Oui, nous on a créé le Pérou, donc l'organisation avec laquelle on a porté le navire à venir avec Gilles Clément, qui est jardinier et qui s'efforce dans le jardin de reconnaître les forces de vie, et qui considère que son travail de jardinier consiste à donner de la force à ce qui a de la force, ou à accompagner les formes de vie qui se présentent. Et donc effectivement, vous connaissez tous la formule de Paul Éluard qui dit qu'un autre monde est possible, et ce monde-là, il est dans celui-ci. C'est-à-dire que dans le jardin, toutes les forces et toutes les puissances sont là. Et le gros travail qu'il y a à faire, premier, c'est de reconnaître ces forces-là. C'est reconnaître ce qui porte, ce à quoi l'on tient, ce qui fait tenir notre humanité. Et que le navire, il vient d'un programme qu'on s'est donné avec le Pérou, qui est de faire inscrire les gestes de l'hospitalité vive au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, c'est-à-dire reconnaissant que ces gestes des marins sauveteurs des SOS Méditerranée font tenir notre humanité présente, font tenir notre humanité future, et que donc leur reconnaissance au patrimoine mondial, c'est-à-dire leur protection, leur sauvegarde et leur transmission aux générations futures, est un enjeu de tout premier ordre. Et donc c'est en partant de ça, dans le jardin planétaire, disons, il y a ces gestes, et qui sont parmi les socles de ce qu'il y a inventé. Et donc c'est pour ça qu'on se réunit avec nos 500 camarades et bien plus, et vous peut-être, et j'espère, pour venir équiper, épauler, faire que ces gestes tiennent, c'est ceux qui nous font tenir, qu'ils tiennent, et qu'on puisse les transmettre aux générations futures en construisant ce navire et la flotte qui va avec. Maxime, peut-être un mot de conclusion, parce que je vois que le timer tourne. Pour rebondir sur le thème, le pouvoir de l'engagement, donc, comme on s'est dit en préparant, moi je ne suis pas convaincu que ce soit une corrélation systématique. En revanche, je suis convaincu du raisonnement inverse, dire que ne pas s'engager, c'est clair que tu valides le fait que tu n'as pas de pouvoir. Pas de pouvoir au sens changer les choses. Après, ne pas s'engager, c'est tellement compliqué dans notre monde d'être heureux. Déjà, que les gens réussissent à être heureux, s'engageant ou pas, mais c'est une première chose. Une fois que tu arrives à être heureux et que tu arrives à voir un petit peu plus loin que toi, entre guillemets, et c'est pas péjoratif, et que tu peux envisager d'œuvrer pour le monde, c'est clair que l'engagement est une des manières d'obtenir ce pouvoir. Et j'aime bien la phrase « au pire, ça marche », quoi. Au pire, ça marche. En gros, si tu t'engages pas, c'est sûr et certain, tu vas pas
changer les choses. Et voilà. Et juste, je termine sur un truc qui est un témoignage d'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur depuis 20 ans, un des trucs que je remarque, c'est que si jamais ta quête, c'est l'impact, un des signaux faibles qui montrent que tu es sur la bonne voie, c'est que tu déranges les choses. Et quand tu déranges, quelque part, tu as le pouvoir de faire réagir. Enfin, il y a des gens qui réagissent à toi. Moi, pour la petite histoire, on a attaqué l'État en justice 3 fois ces 2 dernières années, on a gagné. Mais en gros, on attaque pourquoi ? Parce qu'il y a des forces de résistance. Et en fait, si on ne s'était pas engagé, si on n'avait pas la conviction de ce qu'on fait bien, etc., on ne serait pas allé jusque-là. Et réussir à faire plier, à faire changer des lois, des décrets, etc., là, on est sur quelque chose qui relève un petit peu du pouvoir, quoi. Et je pense à mes potes de l'Assemblée qui n'y arrivent pas, quoi. Mais Sébastien, peut-être un dernier mot sur le navire Avenir. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le découvrir d'un peu plus près ? Alors il y a un endroit de l'autre côté là-bas de la salle, il y a la maquette au 100e du navire Avenir, donc à droite là. Il y a aussi un autre endroit qui est un petit carton que je réserve à celles et ceux qui le souhaitent, le carton d'invitation à l'inauguration de l'Avenir, qui porte un certain nombre de petits éléments d'information et un QR code qui renvoie à la plateforme de financement, car pour l'inaugurer, il va falloir le construire. Et donc aussi, si dans la salle, il y a des investisseurs, il y a des camarades qui veulent nous aider à porter le projet et à faire qu'il advienne, on reste là pas loin. Et en tous les cas, on a besoin là de toutes les forces pour faire advenir ce premier et la flotte qui va avec. Donc le carton vous est offert, venez donc le récupérer, puis on parle de la suite avec celles et ceux qui le souhaitent. ouais, et puis je rebondis du coup, s'il y a des investisseurs, en vrai, le vrai sujet, non mais c'est pas mes projets, je m'en fous, le vrai sujet de tout ce qu'on fait, de tout ce qui est fait là, c'est l'argent. Enfin, je veux dire, tant que les gars préfèrent financer de la recherche, de l'exploration de nouvelles réserves pétrolières sous l'Antarctique en mettant des milliards plutôt que de financer des trucs qui sont basés sur le bon sens, sur l'intérêt général, etc., enfin, c'est mort. Et tant que les investisseurs, ils attendent des temps de retour sur investissement à 5 ans, c'est mort aussi. Hein, on va pas se mentir, hein, le temps du vivant, un arbre, il faut 25 ans pour qu'il commence à être rentable, entre guillemets, et c'est horrible de mettre ces 2 mots dans la même phrase, mais comme ils n'entendent que ça, de toute manière, il faut bien à un moment leur servir ça. Tant que les investisseurs ont leur logique qui est court-termiste et avec 2 chiffres au ROI, ça va pas marcher. Donc, vu qu'il y a pas mal d'investisseurs ici, bah voilà, allez-y, c'est à vous de jouer. Enfin, on a besoin de vous, quoi. Moi, je voulais peut-être caser une proposition un peu plus politique également, puisqu'on parle beaucoup d'argent. Mais je considère que le pouvoir de l'engagement, c'est aussi quelque chose qui se débloque. Et aujourd'hui, on est un mercredi, un jour de milieu de semaine. Si on est là toutes et tous, c'est aussi parce qu'on a eu le temps et la capacité de se rendre disponible. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde dans notre société, parce qu'on a ce qu'on appelle le capitalisme qui s'acharne à occuper nos esprits et nos corps, à travailler de plus en plus. Je pense qu'on parle de la semaine de 4 jours, ça c'est peut-être pour nos secteurs, start-up, etc. Mais il y a aussi la classe ouvrière qu'on a tendance à délaisser quand on parle de l'engagement. Tous ces syndicats qui sont laissés à l'abandon et qui pourtant ont eu quand même un énorme rôle à jouer sur les luttes sociales, sur les questions environnementales également. Donc si vous êtes des décideurs politiques, libérez du temps à nos esprits et à toutes ces personnes-là qui ont, je pense, le pouvoir de s'engager et de faire bouger des choses sur des sujets importants. Je vous remercie en tout cas à tous les deux. Merci. C'était un plaisir de partager cette scène avec vous.